Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 25 novembre. La troisième phase d'investissement au complexe d'acier de l'opérateur turc Tosyali basé à Oran a été inaugurée hier par le ministre de l'Industrie et des Mines. L'entreprise satisfait actuellement les besoins nationaux en acier. Le lancement de la quatrième phase permettra de se diriger vers l'exportation. Un décret exécutif vient donner aux autorités locales davantage de prérogatives pour l'exploitation des espaces publics communaux en faisant participer le secteur privé, une thématique longuement abordée lors d'une journée d'études. À Djidjel, les détails dans notre édition. Et enfin, direction Constantine pour découvrir la richesse de notre patrimoine local. Les costumes traditionnels des différentes régions de notre pays sont exposés au 3e Salon national de l'habit traditionnel. Bienvenue à tous. Avant d'aborder tous ces thèmes, le Premier ministre Ahmedou Yahya se rendra demain dans la wilaya de Tébessa où il présidera la cérémonie de signature d'un accord de partenariat portant sur le lancement d'un projet intégré pour l'exploitation de phosphate entre les groupes algériens Sonatrach et Asmid Al-Manal et les groupes chinois dirigés par la société CITIC. Le Premier ministre sera accompagné des ministres de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, de l'énergie Mustafa Guitouni et de l'industrie et des mines Youssef Yousfi. Le projet de loi de finances PLF 2019 présenté aujourd'hui en séance plénière au Conseil de la Nation par le ministre des Finances Abderrahmane Raouia. Il sera débattu durant 2 jours par les membres de cette institution parlementaire. La séance plénière consacrée à l'adoption du projet de loi en question aura lieu mercredi 28 novembre. Pour rappel, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité le projet de loi de finances 2019 à la mi-novembre de ce mois en cours. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite de travail à Hassim Saoud dans la wilaya de Ouargla ce dimanche. Il est accompagné du ministre de l'Industrie et le ministre de l'Environnement. Il a été procédé notamment à l'inauguration de la station photovoltaïque de Birba située dans la région frontalière d'El Borma dans la wilaya de Ouargla. Il s'agit d'un projet pilote entre Sonatrach et l'ENI, un projet à caractère environnemental car il est censé réduire les émissions du CO2. On parlera plus en détail de cette visite dans nos prochaines éditions. Le ministre de l'Industrie et des Mines était hier à Oran. Il a inauguré notamment la 3e phase d'investissement au complexe d'acier de l'opérateur turc Tosyali qui traitera des minerais. Youssef Yousfi a par ailleurs annoncé la possibilité d'exploiter la mine de Rajbilet dans le sud-ouest du pays. Manel Boutouaba. La 3e étape de l'investissement du complexe de sidérurgie Tosyali basé à Oran a été inaugurée par le ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi. Achevée et mise en service avec succès, cette nouvelle usine intégrée au complexe est dédiée à la valorisation de la matière première du fer et du minerai de fer de gisement. Équipée des moyens technologiques les plus récents et respectant les normes environnementales, elle comprend plusieurs unités, dont une de traitement du minerai de fer avec une capacité de production de 4 millions de tonnes par an de pelés, une aciérie d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an, ainsi que diverses autres unités auxiliaires. Le complexe a une capacité de production de 4 millions de tonnes par an. Et d'ici 2 ans et demi, elle atteindra les 6 millions de tonnes par an. Son entrée dans la 4e phase d'investissement permettra de couvrir d'autres besoins du marché national et de se diriger vers l'exportation pour toucher les marchés étrangers et de satisfaire les besoins de l'industrie automobile en Algérie. Actuellement, avec l'ensemble de ces installations, le complexe Tosyali répond aux besoins du marché national avec une production de près de 4 millions de tonnes par an de ronds à béton et de fils machines. Cette cadence a permis d'économiser 2 milliards de dollars consacrés auparavant à l'importation de ces produits ferreux. L'année prochaine, le complexe prévoit d'exporter pour quelques 300 millions de dollars de produits ferreux. Ceci reflète le développement de l'industrie algérienne à la faveur de la politique du pays qui encourage les investissements nationaux et étrangers sur laquelle veille le président de la République
Abdelaziz Bouteflika. Nos capacités productives actuelles sont estimées à 5 millions de tonnes par an de fer et d'acier. Elles atteindront 12 millions de tonnes dans 4 à 5 années et 16 millions à l'horizon 2030. إلى 12 مليون طن من المشاريع اللي راهي ماشية اليوم ومن 2030 راح نوصلوا إلى 16 مليون طن. Ce qui nécessitera de fournir 20 à 25 millions de tonnes par an de minerais. Le ministre a dans ce contexte annoncé l'entame d'une étude sur la possibilité d'exploiter la mine de Rajbilet en adéquation avec le développement de la dynamique de fabrication de l'acier en Algérie, estimant que l'exploitation des mines d'El Wenza et de Khadra dans l'est du pays ne peuvent pas couvrir totalement les besoins pour développer l'acierie et la sidérurgie en Algérie. Une enveloppe de plus d'1 milliard a été dégagée pour éradiquer 1 milliard de dinars pour éradiquer tous les chalets dans la wilaya d'Ilizi. C'est la déclaration du ministre de l'Habitat en visite dans la région qui affirme que de nouveaux projets de logement seront lancés dans le même temps. Abdelwahid Tmar a également insisté sur le respect de l'architecture locale. Hassiba Abdallah. Après une réunion hier avec les différents cadres de son secteur, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Tmar, s'est rendu sur le terrain, inspecter les différents projets et chantiers de la wilaya d'Ilizi. Il a appelé à multiplier les campagnes de sensibilisation en vue de faire connaître les différentes formules de logement mises en place par l'État. Mais pas que. J'insiste pour dire que le logement rural ainsi que les autres types de logements doivent être en parfaite harmonie avec l'environnement de la région, surtout pour ce qui est des maisons individuelles qui doivent notamment avoir une cour en respectant le cachet architectural local. Ilizi est par ailleurs une des régions du Sud qui a bénéficié d'une enveloppe financière dans le cadre de l'éradication des chalets. Pour ce faire, le gouvernement a dépêché environ 100 milliards de centimes, répartis entre 20 logements à Ilizi, 611 logements à Ain Amenas, 106 logements à Borj Omar Driss et 103 à Janet. Nous avons un point noir que nous voulons éradiquer. Il s'agit des chalets. Le gouvernement a pris la décision de les remplacer par des logements et la wilaya a déjà lancé le projet. Le ministre de l'Habitat a entre autres posé la première pierre des nouveaux logements ADL et a visité quelques appartements qui seront attribués à leurs bénéficiaires prochainement. Il a ensuite terminé sa visite avec l'inauguration du nouveau siège de la Caisse nationale du logement, une structure qui va contribuer sans doute à rapprocher l'administration du citoyen. Donner davantage de prérogatives et d'autonomie aux autorités locales pour la gestion des espaces publics communaux, c'est la thématique qui a été discutée et garantie d'ailleurs par un décret exécutif. Le secteur privé sera associé pour développer le tissu économique des communes. Une journée d'études a été organisée par la wilaya de Djidjel pour discuter de la mise en application de ces décisions. Camélia Melal. Un décret exécutif via un point nommé donner des prérogatives aux autorités locales pour l'exploitation des espaces publics communaux avec la participation du secteur privé et ce selon les termes d'une convention garantissant ainsi le succès aux deux parties. Tout cela a été longuement débattu lors d'une journée d'études organisée par la wilaya de Djidjel. Marchés de proximité, crèches, lieux touristiques, culturels et sportifs viendront ainsi enrichir le tissu économique et socio-culturel des localités, ce qui devra booster la dynamique économique et créer des opportunités d'emploi. Il permettra une bonne prise en charge du citoyen. D'autre part, l'administration trouvera tous les moyens nécessaires pour une meilleure gestion dans tous les secteurs. Ce nouveau décret s'inscrit dans le cadre de mesures prises par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour promouvoir l'autonomie des collectivités territoriales en leur confiant davantage de prérogatives dans la prise de décision. Les élus locaux assumeront dorénavant plus de tâches en cherchant sérieusement des investisseurs et en les persuadant d'investir dans leur localité. Cela permettra de relancer la dynamique économique. C'est une bonne chose puisque ce nouveau décret permettra donc la décentralisation de la décision en donnant une relance au niveau des collectivités locales en général.
Une opération qui aura des retombées majeures sur le développement des collectivités locales, boostant significativement l'économie du pays. La société industrielle Faderco, implantée à Sétif, est spécialisée dans la production d'articles hygiéniques et de papier. Elle couvre environ 70% du marché national avec une production estimée à 90 millions d'articles. Elle vise actuellement le marché asiatique et exporte déjà vers l'Union européenne. Nseline Ben Saidi. Avec une production annuelle de plus de 90 millions d'articles hygiéniques et 30 000 tonnes de papier, la société industrielle Faderco, spécialisée en production d'articles hygiéniques, couvre environ 70% du marché national en papier. Ce groupe industriel a obtenu depuis une dizaine d'années la certification ISO 9001 avec la promesse d'un produit de qualité. En 2015, l'Algérie importait 80% de ses besoins en papier de l'étranger. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue un pays exportateur. Nous avons fait un grand travail au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Nous visons aujourd'hui à exporter vers les pays arabes comme le Qatar et les Émirats arabes unis. Fondée en 1989, Faderco est une holding privée. Elle compte plus de 1600 employés qualifiés répartis à travers ses 4 unités de production. Un travail non-stop, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Cette usine adopte une stratégie de formation continue et reste intransigeante sur la qualité du produit. On a 2 points de contrôle au niveau de ligne production. Le deuxième contrôle, c'est au niveau de laboratoire. Le premier contrôle, c'est visuel. Le contrôle qualité à temps réel, qui m'a mis les couches, mesurer tout ce qui est visuel, la longueur, la largeur, le poids. Au niveau de laboratoire, c'est des tests physiques ou chimiques. La force de cette industrie réside dans la qualité du produit qu'elle offre aux clients. Cette qualité, nous la devons à une main-d'œuvre qualifiée, recrutée d'une manière ciblée et bien définie et qui a suivi une bonne formation. Le recrutement était ciblé et bien défini. Le groupe Faderco est en phase de production de 3000 tonnes de papier qui seront exportées vers l'Union européenne en 2019. Cette usine vise aussi le marché asiatique. Une rencontre à Ouargla a regroupé cette semaine autorités locales et jeunes porteurs de projets où il était question d'entrepreneuriat dans cette wilaya du sud du pays. Une véritable source d'inspiration pour des dizaines de jeunes entrepreneurs en herbe qui participent à une multitude d'activités locales. Karim Haïfa. L'objectif de la rencontre était de donner la voix à des jeunes entrepreneurs de Ouargla sur les principaux points de blocage et du soutien à l'entrepreneuriat dans cette wilaya et d'identifier ainsi ce qui serait pour eux des pistes de solutions. Une rencontre qui offre un accompagnement sur mesure aux personnes intéressées à travers des conseils, des orientations et des recommandations ainsi qu'un partage d'expériences inédites de professionnels de divers secteurs. On a programmé cette rencontre avec l'incubateur de start-up de la capitale. C'est un incubateur privé, une initiative de jeunes qui foisonnait d'idées nouvelles. Donc nous les avons invités ici pour qu'ils puissent rencontrer les jeunes d'ici qui sont pour la plupart des étudiants mais aussi de jeunes porteurs de projets. Une rencontre qui a permis à ces jeunes porteurs de projets, mais aussi aux jeunes diplômés des universités de la région, de soumettre leurs préoccupations aux autorités locales. Nous avons présenté notre projet comme ceux présentés par des porteurs de projets ici à Ouargla au cadre de l'administration locale qui consiste en l'accompagnement des porteurs de projets économiques. أنا جيت كوم étudiante عندي un projet proposé le projet تاعي درت la présentation تاع البروجي تاعي تعلمت beaucoup de choses يعني جديد من هذه l'entreprise. الهدف من هذا اللقاء هو تكوين شبكة من L'objectif de cette rencontre, c'est de créer un réseau d'entreprises géré par ces jeunes avec l'accompagnement technique de l'université. والجامعة طبعا فاعل رئيسي في هذا الجانب. Les multiples efforts déployés par l'Algérie ces dernières années pour encourager le monde entrepreneurial, notamment auprès des jeunes dans un contexte de baisse du prix du pétrole, ont poussé plusieurs collectifs composés de jeunes issus de différents secteurs à se mobiliser pour concrétiser leurs projets.
On passe à l'actualité internationale. Dans le dossier du Sahara occidental, les commissions des affaires étrangères, de l'agriculture et du développement durable du Parlement européen ont réaffirmé que le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental et doute de la conformité de l'accord agricole UE-Maroc aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Les eurodéputés ont affirmé que la position de l'Union européenne demeure celle consistant à soutenir les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental qui permettra l'autodétermination du peuple sahraoui. L'armée libyenne et les forces de sécurité ont abattu 12 éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique. C'est en bref et en résumé ce matin par Boucha Boali. 12 éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique ont été abattus par l'armée libyenne et les forces de sécurité près de la ville de Tazirbou, dans le sud-est du pays, après une attaque perpétrée la veille par le groupe terroriste Daesh, une attaque durant laquelle 9 membres des services de sécurité ont été tués et 11 personnes enlevées. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a condamné l'attentat, appelant les parties en conflit à cesser immédiatement de cibler des personnes et objets civils conformément au droit humanitaire international. Une centaine de cas de suffocation ont été enregistrés après une attaque au gaz toxique en Syrie, dans la métropole d'Alep, selon un nouveau bilan fourni dans la nuit par les médias d'État qui ont accusé les groupes rebelles d'être à l'origine de cette attaque. Le futur gouvernement mexicain a affirmé samedi être parvenu à un accord avec l'administration américaine pour que les demandeurs d'asile restent au Mexique pendant que leur demande est examinée aux États-Unis, une percée majeure confirmée par Donald Trump. Après que l'Espagne ait obtenu les garanties qu'elle exigeait de Londres sur l'avenir du territoire de Gibraltar, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé dimanche l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, ainsi que la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec ce pays. La manifestation des Gilets jaunes organisée hier à Paris sur les Champs-Élysées a été émaillée de violence et a donné lieu à 103 interpellations. C'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris, précisant que 101 personnes ont été placées en garde à vue. Lors de la deuxième grande journée de mobilisation des Gilets jaunes tenue donc hier, le rassemblement parisien sur l'avenue des Champs-Élysées, qui est en partie interdite à toute manifestation, a été marqué par des heurts jusqu'en début de soirée. Jets de projectiles, feux de barricades, de barrières, de chantiers. Des manifestants se sont opposés aux forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des lances à eau. Des pompiers sont intervenus pour éteindre des feux de barricades. Les heurts ont fait 24 blessés, dont 5 dans les forces de l'ordre, selon la préfecture de police toujours. On revient au pays. Les costumes traditionnels de toutes les régions du pays exposés à Constantine. Une manifestation qui reflète la richesse et la diversité du patrimoine algérien. Elle se tient actuellement au Palais de la Culture Mohamed El Eid El Khalifa de Constantine. Le troisième salon national de l'habit traditionnel s'est ouvert hier soir dans la ville des Ponts Suspendus. Naïma Haouch. À l'heure où la modernité et le branché influencent nos modes d'habillement, on penserait naïvement que le traditionnel n'a plus sa place. Pourtant, les Algériens restent fidèles aux traditions. Toutes les mariées portent ces habits. C'est impensable que la mariée ne ramène pas avec elle des tenues traditionnelles. On trouverait peut-être des défauts si c'est fait à la machine, mais moi, c'est impossible. Mon travail est impeccable. C'est au détail près. Cette nouvelle édition valorise le rôle des artisans dans la préservation du patrimoine culturel immatériel algérien et met en avant toute la richesse du patrimoine national dans le but de sauvegarder notamment la culture locale. On veut sauvegarder la richesse de notre patrimoine à travers l'organisation de ces salons. Notre large panel de costumes traditionnels suscite la curiosité et l'intérêt de l'autre côté de la rive méditerranéenne. Asta est une jeune Irlandaise qui en 2014 est venue ici et a axé son projet de fin d'études sur l'habit traditionnel algérien. Elle était impressionnée. Résultat, elle était majeure de promo.
Au-delà de la finesse et de la particularité de nos costumes traditionnels, qu'en est-il de l'aspect financier que ce genre de créneau peut générer? Si on veut réaliser des gains à travers ces manifestations et sauvegarder notre patrimoine pour les futures générations, pourquoi donc ne pas penser à exporter notre travail aux pays arabes ou européens? Ce salon se poursuivra jusqu'au 5 décembre prochain. Il a vu la participation de 28 artisans venus de plusieurs wilayas, ce qui explique la diversité des habits exposés de chaque région du pays, à commencer par la gandora constantinoise, la chiddat lemsenienne, le karakou algérois, la robe traditionnelle kabyle ou encore le melhfa porté par les femmes du Sahara. Cette manifestation est un miroir de notre patrimoine qui a inspiré les plus grands couturiers. Et c'est la fin de notre journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mel Aribi pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.